Nous quittons la politique ce matin, quoique. Notre invité s'appelle Olivier Morel. Il dirige la centrale de Poissy. La centrale, ça veut dire la prison centrale de Poissy. Son témoignage est extrêmement fort. Il raconte ce qu'il vit, ce que vivent les surveillants et ce que vivent les détenus au quotidien. Dans une centrale, bonjour Olivier Morel. Bonjour. Le titre de votre livre, Le Taulier, confession d'un directeur de prison chez Fayard. Olivier Morel, une centrale, c'est une prison où sont détenus de longue peine, comme on dit. Donc c'est une maison centrale. Maison centrale. Donc les maisons centrales sont réservées aux condamnés à des longues peines. Le code de... Vous dites sur 230 pensionnaires, 140 ont tué. Oui. À Poissy. 140 ont tué, et puis le reste est réparti entre quelques détenus condamnés pour des affaires de mœurs, et puis un tiers de détenus appartenant à la délinquance et à la criminalité organisée. En gros, le voyou, entre guillemets, c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, le voyou parisien vient finir sa peine à Poissy. Bien, on va entrer dans la prison avec vous, Olivier Morel, pour comprendre. Je vous rappelle que vous êtes patron de Poissy, vous êtes en prison depuis 20 ans, si je puis dire, pas derrière les barreaux, mais presque, puisque vous dirigez des prisons depuis 20 ans. Vous connaissez parfaitement ce monde carcéral qu'on connaît peu finalement. On connaît bien les maisons d'arrêt, mais on connaît peu les prisons centrales. Est-ce qu'un jour, quelque chose vous a fait reculer? Est-ce qu'un jour vous êtes dit, ce métier, je vais arrêter? Oui, j'en parle dans le livre. C'est en novembre 1992, alors que j'étais un peu jeune et vif, un jeune directeur fringant et un peu vif. Donc j'étais agressé sur contrat, hein, c'était dans les Alpes-Maritimes. Donc on m'a agressé, on m'a mis des coups de rasoir dans le dos, on m'a tagué le mot d'aide, et le tout était financé par un jeune détenu qui avait fait une fixation haineuse sur ma personne. Et c'est vrai qu'après 25 ans, je me suis dit, basta. Là, basta, plus jamais ça. Et puis, vous savez, on se laisse prendre dans le métier. C'est quand même un métier où il y a des contacts humains relativement riches, intéressants, passionnants. Et j'ai réussi à faire la part des choses entre cette affaire et tout le reste. Et franchement, tout le reste m'intéressait au point que je suis resté. Olivier Morel, vous êtes marathonien, vous aimez les sports de combat, vous aimez le hard rock, la moto. Je sais que vous êtes pas couvert de tatouages, mais vous avez plusieurs tatouages sur le corps. Paraît que l'été, vous êtes obligé de travailler en manche longue pour pas faire voir ces tatouages. C'est vrai ou pas, tout ça? C'est un petit peu un souhait de ma part, parce que bon, je pense qu'il y a quand même une certaine dress code dans l'administration pénitentiaire, un costume, cravate. Et j'évite, lorsque je suis en réunion, effectivement, de mettre des manches trop courtes pour éviter que des regards se posent sur mes tatous. Oui, sur le bras droit est inscrit « L'homme sage et courageux renaîtra de ses cendres ». Ouais, c'est une devise des moines Shaolin. Oui. Vous adorez Hemingway, vous passez votre temps libre à écrire un polar, je crois. Hein, je ne dis pas de bêtises, Olivier Morel. Non, c'est exactement ça. Alors on va entrer avec vous dans l'univers de la prison. Aujourd'hui, à Poissy, quelle est la population d'une prison comme Poissy, une prison centrale comme Poissy? Écoutez, je vous disais, on a 140 détenus qui sont tombés pour des affaires de meurtre. Généralement, ce sont des affaires de meurtre intrafamilial. Hein. C'est des détenus où il y a eu un drame familial et puis il y a eu un meurtre à l'intérieur de la famille. Quelques affaires de mœurs, et puis je vous dis tout le reste. Dans ce qui reste sur les 230 détenus, si on enlève 140, une moitié de détenus qui viennent des quartiers, hein, qui appartiennent à des réseaux de délinquance ou de criminalité organisée, et puis des détenus qui, vous savez, il y a toujours une hiérarchie dans le milieu du crime organisé, des détenus qui sont au sommet de cette hiérarchie, mais qui ont un comportement, ont un passé pénitentiaire qui fait qu'on peut les mettre à Poissy. Qui dirige en prison? C'est l'administration ou ce sont les détenus? Alors, dans le livre, je dis quelque chose qui n'est pas facile à dire. Oui. C'est que je pense qu'une prison ne peut fonctionner que si les détenus sont d'accord pour qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que si je ne trouve pas au quotidien un équilibre entre l'obligation d'appliquer le code pénal, le code de procédure pénale, tout en respectant la loi du milieu, hein, c'est-à-dire je donne ma parole, le respect fait l'homme, hein, je fais ce que je dis ce que je fais.
Si quelque part, j'arrive pas à maintenir cet équilibre, l'homme, mais de manière générale, donc les personnels pénitentiaires et les détenus, on ne peut pas vivre dans le rapport de force au quotidien. Oui, vous êtes donc le chef d'une bande de surveillants. Non, je suis le patron d'un établissement pénitentiaire dans lequel on fait respecter les lois de la République. Oui. Si vous voulez, dans 80... sont-elles toujours respectées, les lois de la République? Dans 80% des cas, nous les faisons respecter parce que il ne faut pas se tromper. Le détenu a une énorme capacité de respect de la loi et des règles de la prison. Ça, c'est peut-être les gens ne comprennent pas ça, n'arrivent pas à comprendre ça. Oui. Ça, c'est vraiment une donnée que nous vivons au quotidien. Oui. Il y a toujours des détenus, des psychopathes ou d'autres qui ne veulent pas respecter les règles. Il y a des mesures disciplinaires, d'isolement qui nous permettent d'arriver finalement à avoir le dernier mot. Mais la priorité en prison, en tout cas moi, c'est la stratégie que j'ai, c'est le contact humain, la parole, de toujours passer en souplesse. Pourquoi il faut passer en souplesse? Parce que en prison, la parole, c'est remède, c'est une arme, c'est une manière de travailler. Et quand il ne nous reste plus la parole, qu'est-ce qui nous reste? L'usage de la force. Donc, dans 99% des cas, c'est ce que je dis à mes collaborateurs, on passe en souplesse. En plus, pour moi, c'est une certaine beauté du geste. Vous voyez, on passe en souplesse. Si, dans le 1% qui reste, le dialogue a échoué et le dialogue est inopérant, je crois que sans état d'âme, on passe en force. Alors, on va entrer dans le concret. Vous dites, on a toujours l'impression que ce sont les policiers ou les gendarmes qui connaissent le mieux les délinquants et les truands. Foutaise. Oui, foutaise. Foutaise. Nous connaissons, nous, les truands, et notamment les grands truands. Vous savez, les policiers, et Dieu sait le respect que je leur porte, vont côtoyer un truand, un délinquant pendant la durée de la garde à vue, hein, qui peut aller de 6, 12, 24, 96 heures, mais là c'est vraiment pour les terroristes et la criminalité organisée. Nous, on les garde des mois, des années, et dans le livre, je dis parfois une éternité. Parce qu'imaginez, moi sur Poissy, j'ai des garçons qui sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité avec 30 ans de peine incompressible. 30 ans. Donc c'est quand même plus compliqué à gérer et surtout au quotidien, on les a sous la main et on discute avec eux. Olivier Morel, la drogue circule? Bien sûr. En prison? Bien sûr. Elle circule comment? Alors écoutez, les établissements qui sont en zone urbaine ou dans lesquels il y a des cours de promenade, c'est-à-dire toutes, il y a des copains de détenus qui mettent des savonnettes de shit, de résine de cannabis dans des canettes de coca, dans des boîtes de soda, et ils les balancent dans les cours. Après, il y a une distribution qui est faite. Ça, c'est, je dirais, une grande partie des introductions sont faites comme cela. Un deuxième moyen, c'est évidemment ce que nous on appelle le coffrage, hein, c'est-à-dire les détenus rentrent les ovules ou les barrettes de résine de cannabis dans les cavités naturelles. Dans l'anus, disons les choses. Oui, dans le rectum. Dans le rectum, et puis, dans une minorité de cas, il y a bien évidemment des personnels qui, par peur, moyennant finance... Vous le savez, oui. On ne peut rien faire. Écoutez, il y a 6 mois... Ou alors on pense que c'est une façon de garder un équilibre? Non, il n'y a absolument aucune compromission de ce style-là. Moi, il y a 6 mois, j'ai fait partir une de mes surveillantes, les menottes au poignet, par la police judiciaire de Versailles. Corrompue? Parce qu'elle était corrompue. Et donc, c'est sans état d'âme que je l'ai dénoncé au procureur qu'il y a une enquête et qu'elle est arrêtée. Et je peux vous dire que mes personnels, lorsqu'ils ont vu partir les menottes au poignet, non seulement ils étaient soulagés, mais ils étaient fiers de leur métier. L'univers d'une prison centrale, ce matin, sur RMC, sur BFM TV, avec Olivier Morel, qui dirige la centrale de Poissy. Le taulier, confession d'un directeur de prison, c'est chez Fayard, c'est à lire. On parlait de la corruption, un fonctionnaire peut se laisser corrompre de multiples manières. Olivier Morel, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, par amour, par appât du gain, par peur. Vous dites, j'ai vu des visiteurs de prison qui étaient corrompus par naïveté, des auxiliaires d'aumônerie, des psychologues, des éducatrices, des avocates, corrompus par amour, vous avez tout vu. J'espère qu'en matière de corruption, on se dit, j'espère que ce que j'ai vu, ça s'arrêtera là. C'est la nature humaine. En étant un peu cynique, on se dit que ça ne s'arrêtera pas là. Oui. Et c'est pour ça qu'au quotidien, il faut toujours être vigilant, être proche de son personnel pour justement éviter ces errements-là, quoi. Quelle est la sexualité en prison?
Dans une prison centrale comme la vôtre. Écoutez, il y a eu l'avant et après Claude Darcourt. C'est Claude Darcourt a été directeur de la mission pénitentiaire jusqu'à l'an dernier, au mois de décembre 2009. Il a enfin eu le courage de dire on va stopper les campings, ce que nous, les directeurs de centrales, appelions les campings, c'est-à-dire lorsque les détenus descendaient des parloirs, ils avaient des draps, des couvertures, ils faisaient des espèces de tentes, ils avaient des rapports sexuels à l'intérieur, ce qui était indigne et pour eux, et pour leur famille, et pour les personnels. Moi, franchement, je trouvais ça assez compliqué, voire déontologiquement limite, d'imposer à mes surveillants ce type de... Voilà. Donc depuis, le directeur général d'Harcourt, le préfet d'Harcourt, a décidé de créer ce qu'on appelle des parloirs sans surveillance directe, où ce sont des parloirs qui sont fermés, où les familles peuvent avoir des rapports sexuels ou pas. Bien sûr. Je veux dire, donc aujourd'hui, un détenu, lorsqu'il descend au parloir, il peut avoir un rapport sexuel. Sans qu'on le voie. Sans qu'on le voie. Et en plus de ça, existent deux autres techniques, enfin deux autres locaux, ce qu'on appelle d'abord les salons familiaux, qui est une espèce de petit studio où le détenu va rester 6 heures. Ça existe à Poissy ? Alors, je demande depuis 2 ans, j'ai la place, mais pour des questions de crédit, on n'a pas permis. Mais par contre, à Poissy, j'ai ce qu'on appelle des unités de visite familiale. Ce sont 3 appartements. C'est des appartements comme quand vous allez au ski, c'est du F3, avec un séjour, 2 chambres, une salle de bain. Et donc, les familles de détenus viennent les rencontrer pour des durées de 6, 12, 24 ou 72 heures. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Donc, pour nous, vraiment, c'est un plus incontestable. D'ailleurs, toutes les prisons qui sont construites sur les nouveaux programmes immobiliers incluent ce type d'UVF. Alors certains vont dire, ça y est, c'est une prison 4 étoiles. Ça y est, le prison, c'est pas l'hôtel. Vous savez, ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont jamais... Que répondez-vous à tous ceux qui disent ça, vous qui dirigez une prison centrale? Je dis à ceux-là que bon, la prison, c'est d'abord la privation de liberté. Faut pas en rajouter plus que ça. Alors je sais bien que dans les pays de tradition chrétienne, on assimile souvent la prison à la punition du corps, à la souffrance, alors que dans les pays anglo-saxons, on est plutôt sur le fait de dire c'est uniquement la privation de liberté. Donc à tous ceux qui disent ça, je dirais venez passer 10 jours en prison et vous allez voir comment vous allez sortir. Ça sera radicalement difficile. Bon, vous dites aussi, vous écrivez, les membres des gangs ne portent plus le borsalino et le pistolet mitrailleur Thompson, mais des pantalons baggy, des casquettes et des sweats à capuche. Oui. J'écris aussi que ces garçons-là sont les arrière-petits-fils d'Adam Smith. Oui. C'est-à-dire que ce sont des jeunes garçons qui sont dans les quartiers, qui n'ont pas eu la scolarité qu'ils méritaient, ou qui n'ont pas fait les efforts tout simplement nécessaires pour réussir à l'école, et qui se débrouillent. Et pour se débrouiller, de manière empirique, ils ont réussi à reproduire une espèce d'économie de marché parallèle dans les quartiers, avec des VRP, avec des groupes chocs, avec des grossistes, des semi-grossistes. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui le challenge dans ces quartiers, c'est d'arriver, vous voyez, quand ces garçons rentrent dans le champ carcéral, c'est arriver à les réinsérer. Mais là, vous voyez, j'en fais d'ailleurs part dans mon livre, j'ai pas trop de réponses, parce qu'un garçon qui gagne 2, 3, 4 000 euros net d'impôts par mois en faisant du deal dans son quartier, quand moi, chef d'établissement et les équipes de conseillers d'insertion leur proposent un petit boulot à 850 euros par mois, qu'est-ce que vous feriez comme choix, vous, Jean-Claude Bourdin? Oui, évidemment, évidemment. Alors vous dites aussi, j'ai discuté récemment avec un malfaiteur qui s'était évadé d'une maison d'arrêt du sud de la France et qui venait de se faire reprendre par la police. Il m'explique qu'aujourd'hui, il était plus facile d'acheter une Kalachnikov qu'un revolver. Alors, un Kalachnikov d'ailleurs. Parce que, voilà, là, on est sur vraiment un événement géopolitique. Qui est un pistolet mitrailleur, un Kalachnikov. La chute du mur de Berlin. L'effondrement du bloc soviétique, avec une arrivée en masse vers l'Europe occidentale de tout un tas d'armements qui viennent des pays de l'Est, Kalachnikov, etc. Entre 1000 et 1500 euros, ça coûte. 1000, 1500 euros, peut-être même moins cher parfois. Et donc, bien évidemment, les gangs... vous savez, il y a 10 ans, les gangs, ils n'avaient pas ça. Les gangs, ils achetaient des pistolets à grenaille qui trafiquaient. Ensuite, ils ont acheté des revolvers, des pistolets. Et aujourd'hui, moi, je comprends que s'ils veulent s'armer, ils achètent ce qui est le plus disponible sur le marché parallèle. Les islamistes radicaux, Olivier Morel, est-il vrai que les islamistes étaient allés jusqu'à essayer d'interdire à d'autres détenus de parler de sexualité ou de faire du sport en cuissard, car ce demi-short de course à pied moulait trop les parties génitales?
Alors là, on revient à l'année 2006 qui pour nous a été une année culminante en matière de pression islamiste. Donc là, nous sommes, je crois que ça doit être le printemps 2006, maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre. Oui. Ce qu'on appelle des beaux mecs, dans le langage policier, c'est-à-dire des truands, des corsos marseillais, vont voir le directeur en disant écoutez, là, les islamistes, faut qu'ils arrêtent parce que sans quoi il va y avoir des règlements de compte. Effectivement, les frères, comme ils s'appellent, exigeaient de certains détenus de ne pas prendre la douche à nu parce que c'est interdit dans leur religion de montrer les parties génitales, de ne pas courir un short moulant. Donc, et évidemment, donc là, la direction de l'administration pénitentiaire s'est saisie de cette affaire et a procédé à un transfèrement de ces détenus parce qu'on voyait bien qu'il pouvait très rapidement y avoir... Ça veut dire que parfois, il y a des gangs, par exemple, là, en l'occurrence, c'était des Corses, des Marseillais qui ont fait la police à l'intérieur même de la prison. Ils n'ont pas fait la police. Qui ont dit, si jamais vous ne faites rien, c'est nous qui ferons. Ils n'ont pas intérêt à faire la police parce qu'après, de toute façon, il y aura des sanctions. Mais simplement, je pense que c'était normal de leur part d'aller sensibiliser le directeur en disant, voilà, nous sommes dans une prison de la République avec des valeurs citoyennes, républicaines, laïques. Laïques. C'est-à-dire qu'en prison, service public, laïque. Donc, à l'intérieur d'une prison, comme dans un autre service public, on ne peut pas tolérer qu'il y ait des manifestations radicales d'islamisme. Dernière chose, la psychiatrie en prison. Le problème, c'est que vaste débat parce que sont détenus beaucoup de prisonniers qui relèvent de la psychiatrie. 35%. Une étude de l'INSERM 2006 a révélé que 35% des détenus, alors ils n'étaient pas tous délirants, mais 35% avaient une pathologie, disons qu'ils étaient une maladie mentale. Et ils ne sont pas pris en charge suffisamment? Alors écoutez, ils sont pris en charge autant que faire se peut. Que dire à propos de la psychiatrie? La première chose, c'est que la loi d'orientation et de programmation de justice de 2002 avait prévu la création de 17 UHSA. UHSA, c'est des unités hospitalières spécialement aménagées. En clair, c'est un hôpital psychiatrique qui est gardé par des surveillants pénitentiaires. Bon, cette loi avait prévu la création de 700 lits pour justement régler le problème de la psychiatrie. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous n'avons réussi qu'à en ouvrir une seule, sur Lyon, 60 lits. 60 sur 700. Encore une fois, des lois qui ne sont pas appliquées, c'est pas la première fois. Donc là, si vous voulez, l'administration pénitentiaire a pris le dossier d'une manière relativement volontariste. Je pense, mais bon là, je ne veux pas non plus rentrer dans un débat politique parce que j'ai un devoir de réserve, mais je pense que la négociation avec le ministère de la Santé a été compliquée et surtout les organisations syndicales et des personnels soignants. Bien, 8h57, Mathieu Béliard, les auditeurs d'RMC. Mathieu. Bonjour, une question de David dans les Bouches-du-Rhône qui vous dit « Je suis surveillant en transfert de prisonniers. Pour sortir, on est escorté par la police parce qu'on n'est pas armé. Alors, est-ce que déjà, c'est pas du gâchis de personnel et pourquoi ne pas armer, ne pas mieux équiper les surveillants pénitentiaires ?» Alors aujourd'hui, la loi est faite de telle manière, et d'ailleurs c'est un sujet de débat entre nous et la police, que tout ce qui est mouvement de détenus en dehors des établissements, c'est la gendarmerie et la police qui le fait. Moi, je fais partie de ceux qui militent pour la création d'une police pénitentiaire qui serait chargée, comme ça existe en Italie, on n'invente rien, ça existe en Italie, qui serait chargée de faire les gardes et escortes de détenus. Parce que premièrement, ça permettrait à nos personnels de diversifier leur savoir-faire. Et deuxièmement, comme je vous disais tout à l'heure, M. Bourdin, qui mieux que nous connaît les détenus, d'accord? Donc je pense que là, c'est un strict problème budgétaire pour aujourd'hui que la pénitentiaire reprenne les missions de garde et escorte dont s'occupent les policiers. Il faut 4000 emplois. Donc on voit que le budget de l'État est relativement contraint. Mais il faut savoir que si demain on nous dit voilà 4000 emplois, prenez les gardes escortes, mais là on va applaudir, on sera plutôt satisfait. Merci Olivier Morel. Le taulier, confession d'un directeur de prison, nous n'avons pas tout raconté, loin de là, ce qu'il y a dans ce livre, notamment ce détenu qui s'auto-dévore, l'index, qui s'auto-dévore, et la mort en prison, les suicides des surveillants, les suicides des détenus, c'est ce qui vous a frappé le plus, la mort en prison. Oui, exactement. Merci Olivier Morel. Merci de m'avoir reçu. D'être venu nous voir. Il est 8h59.